Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Il y a 20 ans, jour pour jour, 7 moines français, des moines trappistes du monastère de Tibhirin, sont enlevés par un groupe armé que le régime algérien se précipite illico presto à désigner comme étant des terroristes islamistes du JIA, groupe islamiste armé. Tout aussitôt, le JIA de Jamel Zitouni revendique l'enlèvement. Mais, venant du cœur même du DRS, la maison de l'ogre, comme l'appellent les Algériens, cette terrifiante machine de mort qui avait mis en branle le terrorisme pédagogique pour conditionner les opinions publiques, particulièrement celles d'Occident. Donc, du cœur même de ce DRS, des révélations nous ont appris par la suite, avec force argument, que Jamel Zitouni était un agent du DRS. Mais revenons un peu sur cette notion de terrorisme pédagogique. En peu de mots. Ce fut une opération chronique, froidement pensée par le DRS, délibérément mise en action par tous ces relais pour faire commettre à des groupes armés sous contrôle et sous fausses bannières islamistes des attentats contre des personnalités parmi les plus populaires algériennes, les plus aimées, mais aussi contre des étrangers, contre des hommes du culte chrétien, mais aussi des carnages contre les populations civiles. Cette très grosse opération qui allait durer des années durant et se chiffrer en un nombre effarant de victimes parce que la machine était devenue folle, incontrôlable. Cette opération donc avait deux objectifs principaux. D'abord, conditionner et retourner les opinions publiques occidentales contre les islamistes du fils pour faire passer ceux-ci pour des criminels sanguinaires et justifier donc l'interruption du processus électoral qui les avait poussés à se défendre, à opter pour la violence. Ces opérations, dont les cibles avaient été choisies avec un soin particulier, furent menées jusqu'en Europe, comme dans l'affaire du métro parisien en juillet 1995. Il y eut aussi de nombreux autres coups tordus qui tournèrent court et qui furent étouffés, y compris par les plus hautes autorités sécuritaires françaises, comme celle du couple Thévenot, par exemple, entre autres scabreuses affaires. L'autre objectif, recherché par le DRS et ses relais, était de punir les populations algériennes qui avaient voté pour le fils, et dans le même temps, terroriser quiconque oserait remettre en cause la mainmise des généraux putschistes qui avaient réussi désormais à entrer dans le costume de sauveurs des valeurs républicaines face aux hordes djihadistes. Le terrorisme pédagogique qu'ils avaient donc eux-mêmes instrumenté, structuré, armé, financé, organisé, jusqu'à employer des imams qui délivraient des fatwas de mort, ce terrorisme pédagogique allait les faire passer de façon très sérieuse, surtout grâce à l'aide de leurs journalistes occidentaux, de leurs complices sécuritaires français, et néanmoins associés dans de grosses affaires, de leurs philosophes de service. Tous ces gens-là allaient les faire passer de façon laborieuse, savamment orchestrée, pour le rempart de l'Occident contre la barbarie islamiste. Que de trémolo, que d'effets de manche, dont tout ce qu'on nous a servi. Et c'est cela précisément qui leur dicta la nécessité de faire assassiner des prêtres catholiques et jusqu'à un prélat, Monseigneur Claverie. Rabbi Yarhamou. L'enlèvement des moines de Tibhirin procédait de ce besoin d'alimenter une propagande et de faire oublier que les putschistes faisaient massacrer des dizaines de milliers d'innocents et tout un
cortège d'atrocités comme les exécutions sommaires, les enlèvements, la torture instituée en règle générale d'interrogatoire, mais aussi de terreur, et même le viol, pratiqué à une échelle à peine imaginable, dont personne n'a encore vraiment dit toutes les sombres et terrifiantes réalités. Ceux qui avaient planifié l'enlèvement des moines et qui avaient missionné Jamel Zitouni de l'entreprendre n'avaient pas décidé de faire assassiner les moines. Ils n'avaient pas cette intention au départ. Ils voulaient juste leur faire peur pour leur faire quitter leur monastère, chose que ces moines refusaient obstinément. Mais les ordonnateurs de l'enlèvement voulaient aussi faire d'une pierre deux coups. Ils voulaient faire la part belle aux forces spéciales algériennes en leur permettant de sauver les moines et de les tirer des griffes de ceux qui les avaient enlevés. Ils avaient mis les petits plats dans les grands et ils avaient ficelé une opération commando. Mais alors, je ne vous dis pas, digne d'Hollywood, où des Rambos algériens allaient sauver les moines avec un professionnalisme qui allait susciter l'admiration du monde entier. Il était même prévu, selon toute vraisemblance, pour donner du crédit à l'opération et empêcher toute fuite éventuelle, de liquider jusqu'au dernier tous les membres du groupe qui avaient enlevé les moines, ces terroristes qui étaient pourtant des mercenaires du DRS en connaissance de cause ou à leur insu. Mais l'opération tourna court comme la plupart de ce genre de manipulation parce que la compétence n'était pas la qualité qui distinguait le plus les chefs du DRS. Ils faisaient plus de boucherie que de chirurgie de précision. Et le nombre de victimes était le dernier de leurs préoccupations, la dernière de leurs préoccupations. Les ficelles échappèrent aux marionnettistes et le complot a fini commencé, malheureusement. 20 ans plus tard, l'affaire n'a toujours pas été élucidée, malgré l'incroyable, l'imposant, l'impressionnant faisceau de présomptions qui toutes accablent le régime algérien. Le problème, ou plutôt les deux problèmes, pour être plus près de ce qui empêche la vérité d'éclater, est que, d'abord, les autorités françaises procèdent elles-mêmes à gêner l'enquête pour des questions liées, nous dit-on, à la raison d'État. Nous dit-on. La seconde raison est que l'actuel clan présidentiel, celui qui est au pouvoir en ce moment, se sert de cette affaire et aussi d'autres dans le genre pour faire chanter les anciens décideurs sécuritaires qu'il a réussi un tant soit peu à évacuer du cœur du pouvoir, mais qui continuent de lui résister. En attendant, les familles de ces moines trappistes, que les Algériens considèrent comme les leurs, comme les 250 000 autres victimes de cette violence, n'ont toujours pas fait leur deuil. Elles attendent toujours, à ce jour, que justice leur soit rendue. Aujourd'hui, soir 3, assassinat de Tib Herin, le mystère demeure 20 ans après. La dépêche. Christian nous avait envoyé son testament. Le Point, il y a 20 ans, jour pour jour, les moines de Tib Herin étaient enlevés. Nous allons regarder un court extrait de la déclaration du général Ben Hadid, qui a été jeté en prison depuis cette déclaration, et qui s'y trouve encore, dans des conditions très difficiles, nous dit-on, parce qu'il a osé franchir un tabou. Lui, l'officier supérieur opérationnel, en pleine décennie rouge, connaissait très bien ce que terrorisme pédagogique voulait dire et comment les pseudo-émirs islamistes étaient au service des généraux pour remplir des missions d'assassinat et de carnage. Écoutez bien ce qu'il dit et rappelez-vous qu'il est en prison pour avoir dit ce que vous allez entendre.
L'émir Droudkel, il est en Kabylie. L'émir Droudkel de l'Akmi, il est en Kabylie. Il est depuis le 2004 émir national de la Kabylie. Donc on peut dire que le général Toufik n'a pas été efficace. Il y a des complicités. Il y a des complicités. Au sein du DRS. Ouais. Par exemple, je vous cite le cas de Smaïl Ahmed, il est mort, décédé de toute façon. Smaïl Ahmed, décédé. Il a encouragé certains chefs terroristes à rester sur place et à les soutenir. Enfin, ça se dit pour Madani Mzarak, notamment. Oui. Madani Mzarak, on dit que parce que c'est avec lui qu'il a signé la. Comme par exemple Qadab al-Shiha qui était au Nourani. Ah, c'est des Belabès. C'est Belabès, il travaillait avec le service. Moi, j'ai vécu cette histoire. Je l'ai vécu. Ça n'a pas empêché de mourir, hein, d'être abattu par la. Ah, ils meurent tous. Ils vont tous mourir. Tous les terroristes vont mourir. Tous, sans exception. Vous avez compris ce qu'il voulait dire par ils vont tous mourir, sans exception. Parce que tous les terroristes, tous les émirs qui ont servi le DRS sont morts d'une façon ou d'une autre. Parce que ce sont des fusibles qui empêchent, quand ils sont morts, de remonter aux donneurs d'ordre. Il y en a deux encore qui se trouvent entre les mains du DRS. Ils sont connus, ces deux émirs du DRS, qui tous deux étaient des agents du DRS, qui en ce moment se trouvent chez le DRS, qui refuse de les remettre à la justice. Je ne les citerai même pas, puisque tout le monde les connaît. Je vais recevoir à présent Yahya Bonouar, journaliste à Paris, Sofiane Chouiter, juriste Canada, Mohamed Samraoui, ex-officier supérieur du DRS qui vit en Allemagne. J'ai dit leur nom par liste, par ordre alphabétique. Nous allons les recevoir par ordre alphabétique. J'aimerais, puisque nous sommes un peu en démocratie dans cette chaîne, que mes invités puissent interférer les uns avec les autres, se poser des questions, répondre les uns aux autres. Ce serait bien de faire vivre un peu ces interventions. Alors, Yahya Bonouar, merci d'être avec nous, Yahya. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de retrouver vos téléspectateurs. Le plaisir est vraiment partagé, mon cher ami. Yahya, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de l'enlèvement des moines trappistes? Bien, écoutez, on est toujours dans... Il y a, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, il y a trois scénarios qui sont toujours sur la table. Le premier, c'est le scénario de l'armée algérienne qui consiste à dire que c'est le GIA qui a enlevé et tué les moines. Un deuxième scénario entre les deux qui dit que c'est le GIA qui les a enlevés, mais que l'armée algérienne les a tués en bombardant, c'est une sorte de bavure. Et un troisième scénario qui, lui, consiste à ce que ce soit les services de renseignement algériens, menés à l'époque notamment par le général Smaïl Ammari, qui a monté toute l'opération et qui est directement à l'origine de l'assassinat des moines. S'ils étaient innocents, les Algériens disent que ce n'est pas eux, ce sont les services algériens. Disent que ce n'est pas eux, que c'est le CIA. Et là, il y a un problème, c'est le GIA. Là, il y a un problème parce que quand on est innocent, eh bien, on cherche à le prouver. C'est-à-dire, dernier épisode de cette histoire, c'est le juge Trevidic qui reçoit finalement, vous l'avez dit, pour des raisons politiques internes en Algérie, lutte de clans internes, qui a la possibilité et l'autorisation d'aller en Algérie, de faire un certain prélèvement ADN, notamment sur les crânes des moines, mais que les Algériens refusent de remettre aux autorités françaises, ou en tout cas refusent que ces prélèvements soient analysés. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher chercherait, lui, à les faire analyser. Tout de suite, il les donnerait aux Français, aux Américains, aux Anglais, aux Allemands, aux Japonais. Voilà, faites la preuve que je n'y suis pour rien. Et donc, toute cette... à chaque fois, essayer de cacher les choses, de refuser de remettre des preuves pour que la vérité éclate, eh bien, à chaque fois, ça amplifie et ça valide que l'armée algérienne ou les services algériens
sont impliqués ou dans le troisième scénario, c'est eux qui ont monté l'opération, ou au minimum dans le second, où ils auraient commis une bavure en bombardant ou mitraillant par hélicoptère les moines. On est dans tout le monde, c'est ça. Ajoutez à cela, il faut bien le dire, la complicité directe des autorités françaises à travers leurs services de renseignement, notamment l'ancien patron des services Yves Bonnet, pour le citer, ami et associé de général Smaïl Ammari dans de nombreuses affaires personnelles entre eux. Et donc on est dans un scénario à la Hitchcock où tout le monde essaye de cacher des deux côtés et de ne pas arriver à la vérité parce que tout le monde est impliqué. Mais en même temps, le fait de cacher montre l'implication parce que, encore une fois, quelqu'un qui n'a rien commis, quelqu'un qui est innocent dans une affaire, il est le premier à chercher à faire découvrir la vérité. Mais vous avez parmi vos invités, notamment le colonel Samaraoui, un ancien officier supérieur des services de renseignement, qui certainement pourra nous expliquer pourquoi, si on est innocent, on cherche à tout prix à casser les preuves. Nous allons lui demander, nous allons d'abord passer par Soufiane Chouitel, puisque nous allons donc respecter cet ordre alphabétique. Soufiane Chouitel, à votre avis? Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Soufiane. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Merci. Alors, c'est malheureux encore en dire que 20 ans après le drame, il y a toujours le déni de justice parce que les membres de Tébrini, ils sont aussi victimes avec leurs frères algériens, victimes des atrocités qui ont eu lieu pendant la décennie rouge. Ils sont encore victimes d'une impunité, victimes de déni de justice. Et pour moi, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique réelle pour faire à la fois chez les autorités françaises, puisque les autorités françaises, même s'il y a une information judiciaire a été ouverte pour déterminer qui sont les véritables responsables de ces actes pour les moines de Tébrini, mais au niveau, mais ils n'ont pas mis toutes leurs forces, pression sur les autorités algériennes de respecter leur engagement, parce que l'Algérie est liée avec la France par une convention d'aide judiciaire. Il y a une convention d'entraide judiciaire. Or, ce qu'on voit que les autorités algériennes, à chaque fois, refusent de coopérer, de faciliter le travail des juges d'instruction et des experts en matière soit de la médecine légale ou de l'anthropologie médico-légale pour arriver à la vérité. Donc il y a de deux côtés. Donc les autorités algériennes refusent catégoriquement. Ils ont bâclé ce dossier, disant que c'est le JIA, c'est Jamal Zitouni qui est responsable. Aucune information judiciaire n'a été ouverte en Algérie pour élucider ce cas, puisque la justice algérienne devrait le faire, puisque le crime a eu lieu sur le territoire algérien. Les Français, il y a une information judiciaire, comme je dis, mais le pouvoir politique, à mon avis, ne fait pas assez de pression. Mais Soufiane Chouitel, justement, à ce sujet, l'État français, de droite comme de gauche, sur cette affaire, jamais l'État français n'a eu autant d'influence, autant, j'allais dire, d'autorité sur le régime algérien comme ces dernières années. Il est quasiment sur le tableau de bord. C'est lui quasiment qui dirige le pays, qui désigne qui doit être candidat, qui doit être président. Comment expliquez-vous qu'une telle influence, une telle autorité sur un État souverain, censé être souverain, qu'il ne soit pas capable d'exiger de ce régime de coopérer de façon à faire éclater la lumière? Pourquoi l'État français contribue-t-il lui aussi à étouffer cette affaire alors qu'il lui suffirait, par exemple, d'exiger que le régime ne cache plus
les victimes au juge d'instruction, qu'ils permettent de véritables analyses scientifiques sur les dépouilles ou ce qu'il en reste, d'aller au fond des choses, de pouvoir interpeller, questionner des gens, quitte à désigner des commissions rogatoires dans le genre. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche l'État français de faire pression sur ce régime algérien dont tout le monde sait que le régime algérien lui obéit au doigt et à l'œil, pour tout le reste? Justement, parce que c'est une question très légitime, tellement de souvent ce genre de questions. Quoi, cette attitude des autorités françaises, est-ce qu'elles ne veulent pas à la fois déranger leurs alliés au régime algérien, qu'on découvre leur complicité ou qui sont derrière la création de ces groupes terroristes, ou que les autorités aussi françaises, à cette époque, ils ont été aussi impliqués dans cette machination. Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi une spécificité française? Je te donne un exemple dans l'histoire de l'humanité. On a vu, par exemple, si je compare l'attitude des autorités françaises avec les attitudes des autorités américaines. Les Américains, dans les... Pinochet était leur allié, ils l'ont même aidé à faire le coup d'État en 1973 contre le président Allende. Ils ont soutenu sa police politique, la DINA, mais quand la DINA a été impliquée dans l'assassinat de l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'atelier à Washington, et bien, les Américains, ils ont tout fait des pressions sur Pinochet à cette époque pour qu'on inculque le directeur de la police politique, le général Manuel Contreras. Ils l'ont emprisonné suite aux pressions américaines. La même chose en 1979, quand il y a eu au Nicaragua, à l'époque du dictateur de Somoza, ces militaires ont assassiné un des journalistes américains, et puis Jimmy Carter, il a fait toute pression pour retirer le soutien militaire à la dictature de Somoza, et c'est pour ça qu'il a été battu par les sandanistes, la guérilla sandiniste. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une complicité, ils ont peur qu'on découvre la vérité de la complicité des autorités françaises ou des parties des autorités françaises dans ces crimes, ou ce que le pouvoir politique français ne veut pas déranger ou mettre les autorités algériennes dans un embarras parce que ce sont été impliqués, ou peut-être aussi une spécificité française qui fait pas beaucoup de choses pour protéger, pour rendre justice à leurs propres citoyens. Ça, je ne sais pas. Il faut restez avec nous, ensuite nous allons demander à Mohamed Samraoui, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous, Mohamed Samraoui. Est-ce que Mohamed Samraoui est avec nous? Ah, nous l'avons perdu, nous dit-on. Donc, nous allons essayer de le rappeler. Je reviens à Yahya Bounoir. Yahya Bounoir, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'un très haut responsable sécuritaire français, Yves Bonnet en l'occurrence. À votre avis, aujourd'hui, vous avez parlé de lui comme étant même un associé dans des affaires, tant soit peu interlope, si je puis dire, avec le général Smaïl Ammari et d'autres. Est-ce que vous pensez que l'attitude actuelle de la France officielle, de ne pas trop en faire, et même, j'allais dire, de bloquer un peu cette enquête, de ne pas lui permettre de se déployer comme elle devrait le faire, est-ce que vous pensez que c'est pour protéger d'anciens responsables sécuritaires qui étaient mouillés jusqu'au cou avec des généraux putschistes, des généraux génocidaires, des généraux qui ont tué des centaines de milliers de gens, qu'ils ont peur que ça ne rejaillisse sur la France, ou est-ce à cause de cette fameuse raison d'État qu'on nous sort à chaque coin de rue? Je vous entends très mal, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, dommage. Dans tous les cas, Yves Bonnet, c'est de lui que vous parliez, ancien patron de la DST pendant de longues années, ami personnel de Général Smaïn, c'est lui qui le dit et il s'en vante.
C'est un secret de polichinelle qu'il y a des sociétés, notamment dans le médicament, dans lesquelles la fille de Yves Bonnet est associée à la fille du général Smaïn. Donc ça, personne ne le cache. Je vous laisse, bien sûr, Yahya Bounoir, la responsabilité de ce que vous nous avancez là. Hein? Totalement. Encore une fois, c'est un secret de polichinelle. Là, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes depuis longtemps par de nombreuses personnes. Donc, ils sont associés. La fille du général Smaïn est associée à la fille d'Yves Bonnet, l'ancien patron du DST, dans des entreprises de pharmacie, de médicaments, évidemment vendus en Algérie, vous l'aurez compris tout seul. Voilà. Yves Bonnet ne se cache pas, ses vidéos existent et ses interventions dans les émissions télévisées en France. Il se dit l'ami des généraux algériens, il se dit l'ami du général Smaïn, il dit que tout ce qu'il sait de l'Algérie, c'est le général Smaïn qui le lui a appris. Donc on est vraiment dans des choses... et évidemment, il blanchit les généraux algériens. Ils n'ont jamais rien fait. C'est des services... Il blanchit les services de renseignement algériens qui n'ont jamais rien fait. Ce serait presque une ONG de défense des droits de l'homme. Donc, et ce type, ce Yves Bonnet, était patron de la DST en France. Et c'est lui qui discutait avec le général Smaïn, qui était patron du contre-espionnage, donc de l'équivalent en Algérie. Autrement dit, Yves Bonnet avait évidemment une grande influence aussi bien à l'Élysée auprès de son président en France qu'auprès des services de renseignement français, et qu'il faisait faire et qu'il a couvert de nombreux dérapages, entre guillemets, des services algériens par son amitié avec le général Smaïn, mais également probablement pour les intérêts de son pays aussi. Si les intérêts de son pays voulaient qu'il ferme les yeux, il ferme les yeux. En tout cas, dans l'affaire des moines, qui concerne notre émission aujourd'hui, mais avant l'affaire des moines, il a fait d'autres choses. Mais dans l'affaire des moines, il a couvert les services de renseignement. Je vais reposer la même question que tout à l'heure. Parce que moi, je n'accuse pas les services de renseignement algériens d'avoir fait assassiner les moines. Il y a encore une fois 3 hypothèses possibles. Mais s'ils n'ont pas participé... Mais est-ce qu'il était en service... Est-ce qu'il était en service, Yves Bonnet? Oui, je vous en prie. S'ils n'ont pas participé, soit par une bavure, soit directement, comme le soupçonnent beaucoup de personnes, pourquoi ne veulent-ils pas faire la lumière sur ce qui s'est passé en donnant les prélèvements pour qu'ils soient analysés? Quelqu'un qui est innocent a besoin de faire la preuve de son innocence et non pas à l'inverse, cacher des éléments. On ne peut pas plus clair. Restez avec nous, Yahya Bounoir. Nous venons de retrouver Mohamed Samraoui. J'espère que nous n'allons pas encore le perdre. Malheureusement, nous ne l'aurons pas en Skype. Il y a un problème technique. Mohamed Samraoui, merci d'être avec nous. Bonsoir, Jameldine. Bonsoir. Je vous remercie. Merci. Alors, je vous laisse vous exprimer, commencer à nous parler, à nous dire votre sentiment selon comme vous le sentez. Je vous en prie, allez-y. Voilà. Par souci d'honnêteté, je tiens à préciser qu'en 1996, je n'étais pas en Algérie. Hein. Oui, en effet. Donc, je vais vous donner un avis, sans être prétentieux, d'un expert ou quelqu'un qui va donner une analyse. Donc, je vais procéder d'une manière totalement différente. Je rappelle que vous étiez officier supérieur du DRS, qu'en homme d'honneur, vous n'avez pas accepté de continuer à servir un régime dont vous voyez qu'il commettait des atrocités, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Vous l'avez dit dans votre livre « Chronique des années de sang ». Ça, je ne le redis pas. Je vous en prie. Je vous en prie. Donc, moi, je vais vous poser... Donc, j'ai relevé quelques incohérences, quelques zones d'ombre, et ça va, tout ce que je vais poser comme question, ça va permettre à vos invités, à vos téléspectateurs, de se faire leurs propres idées. Donc,
Voilà, j'ai relevé, comme je viens de le dire, plus d'une vingtaine d'incohérences et de zones d'ombre qui méritent d'être éclaircies. Premièrement, comment une opération aussi importante, qui a nécessité des coups de feu, un mouvement de véhicule, qui a dû se dérouler vers minuit dans une zone très sensible, alors que le couvre-feu était en vigueur, comment peut-on opérer un enlèvement dans une zone pareille? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi les autorités algériennes, et une certaine presse bien sûr, ont-elles propagé la fausse information, du moins au tout début, selon laquelle c'est l'émir Ben Hajjar de Médéa qui était l'auteur de l'enlèvement des moines de Tibhérin, sans évoquer Jamel Zifiouni qui était pourtant l'émir autoproclamé du GIA. Le troisième point sur lequel il faut également insister, c'est pourquoi le chef de poste de la DGSE à Alger, donc au niveau de l'ambassade de France à Alger, le lieutenant-colonel Pierre Le Douaré, il a été sommé de ne pas se mêler à l'affaire de l'enlèvement des moines. À mon avis, était-ce un remake de l'affaire Thévenot? Ce vrai faux enlèvement des 3 membres du personnel consulaire français à Alger en octobre 1993, qui, rappelons-le, avait permis au ministère de l'Intérieur, Charles Pasqua, de déclencher l'opération Chrysanthème. Elle avait pour objectif de neutraliser tous les dirigeants et les militants influents du FIS et de la FAF en France, de prononcer leur détention, leur assignation à résidence et même leur déportation, pour certains d'entre eux, à Ouagadougou ou en Burkina Faso, comme c'est le cas de Semozrag, puisqu'il est déporté depuis 1994 à ce jour, donc privé de sa famille, sans procès et sans jugement. Voilà pour le troisième point. Le quatrième point, pourquoi les autorités algériennes voulaient à tout prix que les moines quittent l'Algérie? Est-ce à cause de l'insécurité dans une zone trouble, donc infestée par des maquis du GIA, ou est-ce à cause de l'aide que ces moines apportaient au GIA dans la région, à cause du soutien de la communauté des moines trappistes qui aidaient dans les soins, avec des soins, et ils ont aidé plus ou moins les islamistes de l'époque. Et plus grave encore pour le pouvoir de l'époque, c'est que la communauté catholique, elle a aussi soutenu la plateforme de Saint-Égidio qui a été rejetée par le pouvoir. Et autre point d'interrogation, est-ce que le pouvoir de l'époque ne souhaitait pas que des témoins étrangers quittent la zone pour que leur lutte contre les islamistes se déroule à huis clos? Donc, il est difficile de répondre à cette question. Pourquoi? Mais ils ont cherché à tout prix à les faire évacuer de la zone. Ça, on doit être tenu au courant pourquoi. Donc, le cinquième point, et ça c'est le plus troublant, c'est le cas de l'émissaire du GIA, en l'occurrence Mustafa Abdallah. Ce bonhomme-là, il a joué un rôle très très trouble. Il s'est présenté le 30 avril à l'ambassade d'Alger, à l'ambassade de France à Alger. Il a remis une preuve de vie des moines, des otages. Et au début, dans les premiers moments de l'affaire, ni les Français, ni le DRS ne voulaient divulguer son identité. Et comme par hasard, au niveau de l'ambassade, on a dit cette histoire de la caméra qui était en panne. C'est-à-dire la caméra qui filmait les entrées était en panne. Donc, ils n'ont pas pu donner la description, la physionomie du bonhomme ou son identité. Ils ont même essayé de donner une fausse identité. Je vais vous arrêter là, Mohamed Samraoui.
pour revenir à nos invités et je reviendrai à vous pour la suite des points que vous soulevez qui sont particulièrement intéressants et dont je vous remercie de les avoir cités. Je reviens à Sofiane Choueter. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous apprendre Mohamed Samraoui? Les questions qu'il pose? Oui, je n'ai juste une petite remarque sur la troisième peut-être incohérence qu'il a découvert le colonel Samraoui, c'est que le responsable de la DGSE attaché à l'ambassade d'Alger, plutôt l'ambassade de France à Alger, à l'époque des événements, il a été sommé, j'imagine, par ses supérieurs de ne pas s'impliquer dans cette affaire. Mais en même temps, dans le lien avec le cinquième point... Mais ce qu'il a dit, il a dit qu'il ne s'est pas impliqué dans l'affaire, qu'il ait été sommé ou non. Oui. Oui. Je vous en prie, oui, poursuivez. Je voulais comprendre que l'émissaire du JIA qui s'approchait de l'ambassade, qui apparemment il est rentré généralement, c'est qui s'occupe? C'est quelqu'un, un émissaire d'un groupe terroriste qui se prétend émissaire du JIA, qui a ramené la cassette. Est-ce qu'il doit être interrogé, débriefé par un simple diplomate ou par un responsable de la sécurité, en l'occurrence un des agents ou un des officiers de la DGSI en place? Parce que s'il ne s'implique pas, donc on imagine que ce terroriste n'a pas été reçu par les agents de la DGSE, qui ont une certaine compétence en matière d'interrogatoire. Ça ne vous étonne pas que la caméra, curieusement, caméra d'ambassade, à un moment pareil où la terreur régnait, où c'était vraiment le tout sécuritaire, ça ne vous étonne pas que la caméra ait été en panne ce jour-là? Non, ça c'est ce qu'ils disent, hein, mais rien n'a été vérifié par une enquête indépendante. Mais c'est juste la contradiction, c'est le responsable de la DGSE qui dit que j'ai reçu des ordres de ne pas s'impliquer. Qui a reçu le émissaire du JIA? Parce qu'un simple diplomate qui reçoit ce genre de personnes, ou généralement, ce qu'il connaît dans le monde, ce sont aussi les responsables de la sécurité au niveau des ambassades qui traitent ce genre d'affaires. Restez avec nous, M. Choueter. Nous allons demander son avis à Yahya Bonouar sur ce que vient de nous dire Mohamed Samraoui. Mais écoutez, les incohérences et les questionnements, les interrogations de Mohamed Samraoui, et il y en a d'autres, il en avait une vingtaine, il n'a pas poursuivi toute sa liste, c'est ce qui pose problème. Il y en a tellement, c'est tellement incohérent, j'en rajouterai une, mais peut-être allait-il le dire, ce serait la première fois que le GIA couperait des têtes et rendrait que les têtes, mais cacherait les corps. Quel intérêt le GIA, quand il tue, et il le revendique, et il n'a pas besoin de cacher les corps de ceux qu'il tue. Et ainsi de suite. La liste est longue, et en face, on a un pouvoir, un régime qui refuse de participer à faire éclater la lumière. Et ensuite, quand ils deviennent suspects, et quand ils deviennent suspects, ils ne comprennent pas pourquoi on est suspect, alors qu'il suffirait d'aider ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé. Et donc, ils sont dans le déni en permanence. Et là, évidemment, on va être accusé de vouloir attenter à l'image de l'armée algérienne et de comploter contre l'armée algérienne et de comploter contre les services de renseignement algériens et de faire le jeu des islamistes juste parce qu'on s'interroge, comme tout le monde s'interroge, comme le juge s'interroge, comme les familles des victimes s'interrogent. Les familles ne savent toujours pas qui a tué les leurs. Voilà, on est dans ce système opaque où des gens sont morts. Eh bien, ne cherchez pas à savoir ni quand, ni comment, ni rien, sinon vous complotez contre nous. Ben justement, Yahya Bonouar, justement, au sujet de ce patriotisme éculé qu'on nous sort à chaque fois
que quelqu'un s'intéresse de près, non pas à l'armée algérienne, non pas à l'institution en tant que telle, mais à des criminels qui font partie de ces institutions, qui ont squatté le commandement de ces institutions. À chaque fois qu'on s'y intéresse, on nous sort le grand jeu drapé dans leur nationalisme le plus... et convoquent dans le même temps les Chouhada, les Moujahidines, la révolution, pour forcer les gens à se taire. Et généralement, ils réussissent. Et les gens se taisent par peur de se faire traiter de main étrangère, de harkis, de gens manipulés, etc. Ça va durer longtemps, ce genre de situation ? Ça durera aussi longtemps que les gens se feront berner. Ils ont pris le pouvoir en 62 en utilisant le nationalisme. Nous sommes en 2016. Ils y sont encore en utilisant le patriotisme. Ils se sont vendus à la France, ils se sont vendus partout dans le monde, mais ils accusent leurs opposants d'être des vendus, et ainsi de suite. C'est tant qu'une partie importante de la population tombera dans le jeu, tant qu'ils seront dans le patriotisme du football, ou un tout-tri, viva l'Algérie, pendant qu'ils pillent des richesses de ce pays, tant que le patriotisme des riches consistera à piller les richesses et celui des pauvres à aller au stade pour dire one, two, three, et ça continuera, et ça se passe aussi en Europe, pas seulement en Algérie. Ça se passe aussi dans d'autres pays où on utilise la politique de la peur, l'antiterrorisme, l'anti-ceci, et les gens tombent dans le panneau, et il y a des mouvements d'extrême droite. Chez nous, c'est pas l'extrême droite, c'est l'islamisme radical. Dans les pays européens, on appelle ça l'extrême droite. On est dans un système où, ils s'accrochent au pouvoir, ils prennent des milliards, et ceux d'en bas, c'est le patriotisme, c'est le nationalisme exacerbé. Et tout le monde sait, pour reprendre une citation de Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Restez avec nous, Yahya Bonouar. Je reviens à Mohamed Samraoui pour lui permettre de finir ce qu'il était en train de nous dire, qui était très intéressant, sauf que je lui demanderai d'abréger un peu parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je vous en prie, Mohamed Samraoui. D'accord. Bon, une petite précision. Parce que une semaine après l'enlèvement des moines, il y a Philippe Rondeau qui est venu à Alger. Et c'est à partir de ce moment-là que le lieutenant-colonel de la DGSE a été sommé de ne plus s'intéresser à cette affaire. Hein. Bon, je reviens maintenant à ce que je disais concernant Moussa Abdallah, le chauffeur de l'ambassade. Ce qui est cocasse, c'est que cet émissaire du GIA, c'était un ancien chauffeur de l'ambassade de France à Alger. Enfin, en fait, de la coopérative économique, la caisse de coopérative, qui dépendait de l'ambassade de France. Vous nous en direz tant, c'est incroyable. Or, ce qui est encore plus incroyable, c'est que le frère de cet émissaire, Yahya Abdallah, c'est lui qui avait dirigé le commando qui avait détourné l'Airbus d'Air France en décembre 1994. Incroyable. Comme quoi, incroyable, voilà. C'est le frère. Voilà pour les sceptiques. Qui avait remis à l'ambassade de France à Alger en août 1995 le fameux communiqué du GIA qui demandait à Jacques Chirac de se convertir à l'islam. Oui. Avouez que c'est quand même assez troublant toute cette histoire de bonhomme qui est à la fois émissaire, qui a été chauffeur au niveau de l'ambassade, dont les frangins sont impliqués avec le GIA. D'autant plus, je peux vous l'affirmer, qu'il est impossible d'imaginer que le DRS, en l'occurrence Maël Amari, soit court-circuité, et je sais de quoi je parle. Pour que sortir de l'ambassade de France, puisse avoir des contacts assez soutenus, sans que le DRS ne soit informé, ça c'est impossible, c'est à exclure. Maintenant je reviens à d'autres faits extrêmement troublants. C'est que moins d'un mois après la décapitation des moines trappistes, il y avait eu un communiqué du 15 juillet 1996, dans lequel M. Sossora du ZIA exclut Jamal Sitouni, alias Abu Abdelrahman Amin, il exclut Farid Hachi et Antar Zouabri, tout en annonçant que le nommé Hassan Abou Walid avait pris la tête du GIA. Or, curieusement,
Le lendemain, donc le 16 juillet, donc le lendemain de l'apparition de ce communiqué, il y a la mort de Jamel qui est annoncée dans des conditions non éclaircies à ce jour. Parce qu'une fois, on dit que ce sont les forces de sécurité qui l'ont mis hors d'état de nuire, et une autre version, il dit que c'est une faction rivale qui l'a abattu. Donc, et puis, dans le communiqué du 18 juillet, donc 3 jours après l'exclusion et 2 jours après la mort de Jamel Zitouni, on attend la désignation de Antar Zouebri, Abou Talha, à la tête du GIA. Donc la question qui se pose, pourquoi un tel gafouillage? Qui sont donc les auteurs de ces communiqués, qui n'arrivent pas à être cohérents dans leur élaboration, qu'en est-il de l'authenticité? Bon, puisque un chef du GIA qui était éliminé 24 heures après sa mise à l'écart. Donc, à mon avis, c'est un témoin en moins dans l'affaire des moines de Tibheri. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, 3 autres petites remarques à ajouter. La première, je crois que c'est Bounouar a très bien développé. C'est pourquoi les autorités algériennes ont refusé au juge Trévidic d'emporter les prélèvements ADN pour les analyser en France. Elles n'ont pas donné de justificatif à cette décision. Donc, pourtant, lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on n'entrave pas la justice. Donc, le deuxième point, personnellement, je ne crois pas à la thèse de la bavure qui est développée par le général français Boufwalter, comme quoi les otages ont été mitraillés par erreur. Donc, mais la question qu'on doit se poser, pourquoi a-t-on voulu intoxiquer cet officier français? Mais là, le mystère reste quand même entier. Enfin, le dernier point, pour ne pas m'étaler sur une affaire que je ne maîtrise pas bien, il faut être honnête, nous avons tous remarqué qu'il y a une vingtaine d'hommes d'église dans Monseigneur Claverie, l'électorat, qui sont tous catholiques. Ils ont tous été plus ou moins assassinés pendant cette période 91, 92, 96. Par contre, les évangélistes, qui sont en réalité des sionistes chrétiens, aucun d'eux n'a été ciblé. Et pourtant, au début des années 90, ils étaient plus d'une centaine à sillonner le territoire national en vue de convertir les Algériens. Là encore, il faut se poser des questions. Voilà, enfin, ce que j'avais à dire sur... merci beaucoup, Mohamed Samraoui. Merci pour ces points très éclairants. Je vais donner le mot de la fin à Soufiane Choueiter et Yahya Bounouar, chacun 1 minute environ pour clore, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de l'émission. Soufiane Choueiter. Une question, si jamais j'ai une question au colonel Mohamed Samraoui. Oui. Puisque lui, il est un ancien officier supérieur au DRS, donc à la SEM. Je voulais savoir, est-ce que dans ce genre d'opération spéciale, est-ce que il y a des archives? Est-ce que les officiers qui sont chargés de réaliser ou de mettre en œuvre ce genre d'opération écrivent des rapports et qui seront archivés? Mohamed Samraoui, est-ce que vous pouvez répondre en moins d'1 minute, s'il vous plaît? C'est clair, les archives, il y en aura tout le temps. Mais le problème, c'est que est-ce qu'un jour, quelqu'un pourra avoir accès aux archives? Très bien, merci. On n'a pas une mentalité ou ce qu'on appelle une habitude à protéger les archives, à les faire divulguer au bout de 15 ans, au bout de 50 ans. On n'a pas cette... Le système de classification, mais moi je serais très étonné que des officiers du DRS puissent consigner de tels faits par écrit de façon consciencieuse. Ça m'étonnerait beaucoup, mais... Soufiane Choueiter, le mot de la fin, s'il vous plaît, avant de revenir à Yahya Bounouar. Voilà. Ok, moi généralement, je pense que puisqu'il n'y a pas de volonté politique de part des autorités françaises, y compris des autorités algériennes, et puisque les victimes, les moines de Tébérine, ils ont refusé de quitter l'Algérie.
Hein. Ils ont décidé de rester parce que pour eux, leur destin est le même destin que la population algérienne. Et le seul moyen, enfin, il faut se battre, bien sûr, pour qu'il y ait une vérité pour tous les Algériens. Et je pense que la seule mise en place, après un changement du régime, la mise en place d'une commission vérité, là, qui peut peut-être nous éclaircir à la fois sur ces crimes-là qui ont touché les étrangers ou les nationaux, mais aussi aux Algériens. Donc voilà. Pour l'instant, il y a un manque de volonté politique, ou peut-être même une volonté politique de ne pas faire. Merci, Soufiane Choueter. Yahya Bounoir, le mot de la fin. Ben écoutez, mon cher ami, cette émission est très très intéressante, où vos invités essayent d'éclaircir un petit peu les conditions dans lesquelles 7 moines français trappistes qui rendent des services aux Algériens ont été tués. Mais hélas, 250 000 d'Algériens ont été tués et on ne sait toujours pas ni comment ni pourquoi, parce qu'il n'y a eu ni vérité ni justice. Donc c'est vous dire l'ampleur des dégâts qu'il y a dans notre pays. 1/4 million, imaginez ce que c'est qu'1/4 million de personnes tuées dans un camp ou dans l'autre, sans aucune enquête, sans vérité et sans justice. C'est un drame énorme. Merci Yahya Bounoir, merci Soufiane Choueter, merci Mohamed Samraoui. Vraiment, merci beaucoup Mohamed Samraoui de nous avoir apporté tous ces points. Et vous m'avez fait penser à un point central dont je souhaiterais que nous puissions nous en occuper un peu plus en profondeur. C'est vrai, il y a eu une vingtaine de catholiques, de nos frères catholiques, qui ont été sauvagement assassinés, en raison surtout de l'engagement de l'Église catholique pour Saint-Égidio, pour la conférence qui voulait réconcilier les Algériens, et donc le régime ne voulait absolument pas, parce qu'il avait besoin de guerre et de violence en ce moment, parce qu'il y a des moments, on dit il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon. Quand ils ont décidé de ramener la paix, ils l'ont ramené en appuyant sur un bouton. Mais par contre, s'il y a eu une vingtaine de catholiques assassinés, curieusement, pendant ces années, 200 à 300 missionnaires évangéliques sillonnaient. Ils n'étaient pas seulement dans les villes, ils allaient au plus haut des maquis kabyles, dans l'ouest, dans le Sahara, et surtout en Kabylie, où ils allaient dans les territoires les plus, sacralisés du Jia. Il n'y a pas eu un seul évangélique qui ait reçu la moindre petite gifle. Pas une seule victime au sein des évangéliques américains, suisses, etc., qui se disent les sionistes chrétiens. C'est un autre sujet dont on parlera un autre jour, mais je vous le fais signaler. Merci à Mohamed Samraoui de nous l'avoir fait remarquer. Vingtaine de prêtres catholiques, dont un prélat, qui ont été tués, et pas un seul évangélique sioniste chrétien qui ait reçu la moindre petite gifle. Cette émission est maintenant terminée. Merci à mes invités. Merci à vous de l'avoir suivi. Qawal khair, bissalama.